Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Entreprises, secteur public, acteurs de l'économie sociale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'engage à vos côtés. Caisse d'épargne Rhône-Alpes, la banque des décideurs en région. Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir dans Classe Affaires, le club de l'économie en Isère. Vous le savez, chaque mois, nous découvrons les entreprises qui font la richesse de notre département. Avec des experts, des témoins, des reportages, nous décortiquons les rouages de l'économie. Pour nous accompagner, bien sûr, mon complice Alain Denisot. Bonjour Alain. Bonjour Christophe. Je rappelle que vous présidez le directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Sur ce plateau, vous êtes notre expert. Aujourd'hui, au menu dans votre chronique. Nous parlerons de la loi Pacte qui vient d'être promulguée. Et puis, un internaute nous a posé une question sur les indices boursiers. Ce sera dans la deuxième Pacte et bourse. Un beau programme à suivre dans un instant. Dans notre dossier, les métiers de l'industrie et de la métallurgie, ils sont de gros pourvoyeurs d'emplois et d'activités en Isère et eux aussi doivent relever le défi de la révolution numérique, une aubaine pour un secteur d'activité qui en profite pour moderniser son image. Et puis focus sur un nom et un prénom devenu une marque bien connue, un concessionnaire automobile qui ne cesse de gagner du terrain avec près de 1500 salariés sur une cinquantaine de sites différents. Jeanlin, qui n'a pas vu déjà cette signature à l'arrière d'une voiture. Croissance exceptionnelle pour une aventure débutée par un petit garage familial dans les années 60. Voilà pour le sommaire, c'est parti. Installez-vous confortablement pour un nouveau voyage en Classe Affaires dans le club de l'économie en Isère. La loi Pacte doit favoriser le développement des entreprises. C'est la promesse faite par le gouvernement. Elle a été promulguée fin mai au journal officiel. Et c'est pour nous aujourd'hui l'occasion de faire un point sur ce qu'elle contient. Quels changements peut-on attendre, notamment en ce qui concerne l'épargne des particuliers. Ces derniers sont incités à investir dans le financement des entreprises. Alors Alain, on va commencer d'abord par les objectifs de cette loi Pacte. Alors la loi Pacte, c'est une loi qui a été annoncée fin 2017 par Bruno Le Maire. C'est une loi essentielle du programme économique du gouvernement et dont l'acronyme PACTE, Plan d'action pour la croissance et la transformation économique, vise d'une part à aider à la croissance des entreprises, spécifiquement des PME, et puis à donner aux entreprises dans la société, au sens noble du terme, leur vrai rôle, à la fois un rôle économique bien sûr, mais aussi un rôle d'engagement social, citoyen et contributeur à la vie quotidienne. Si on revient un peu sur la genèse, qu'est-ce qui a motivé cette loi ? Il y a deux principaux volets sur cette loi. Premier volet, c'est accélérer la croissance, notamment des PME. Il faut souligner qu'en France, il y a beaucoup moins d'ETI qu'en Allemagne. En Allemagne, il y a environ 12 000 ETI. En France, un peu plus de 5 000. Donc accélérer, donner les leviers pour cette accélération. Et en deuxième lieu, principalement, positionner l'entreprise dans la société telle qu'elle doit être, à savoir acteur économique, mais aussi acteur d'une vie citoyenne. Alors ETI, entreprise de taille intermédiaire, petit rappel. Cette loi Pacte, elle concerne donc du coup la croissance des entreprises. Quelles sont les principales mesures ? C'est une loi qui vise beaucoup à simplifier les démarches des entreprises et également les effets réglementaires. Tout d'abord, va être créé un centre unique de dépôt de formalités pour la création des entreprises. Aujourd'hui, les entrepreneurs ou les créateurs d'entreprises se plaignent de devoir aller à plusieurs guichets. Donc un centre unique de dépôt des formalités va être créé. En second lieu, les seuils, notamment les seuils sociaux, vont être simplifiés. Aujourd'hui, dans la législation française, Code du travail, Code du commerce, Code de la consommation, il y a 49 seuils pour les entreprises, seuils d'emploi. Ça va être ramené à 3 seuils, 10 salariés, 49 salariés, 250 salariés. Des mesures également pour simplifier la transmission des entreprises. Et puis des mesures pour faciliter aussi le financement des entreprises. En France, les entreprises se financent assez bien par les banques, assez peu par les financements directs type PEA ou prêt participatif. Donc c'est aussi insister sur cette dimension. Bon, une dimension très large, on le voit bien, des mesures très très larges. Je propose de zoomer ensemble sur les changements à attendre du côté de l'épargne des particuliers, je l'ai évoqué, notamment pour inciter au financement des entreprises. L'objectif, c'est de donner aux PME les moyens d'innover et de croître. Oui, donc d'avoir des fonds propres amicaux. Donc aujourd'hui,
Les PME peuvent avoir des fonds propres soit en les créant elles-mêmes par leurs résultats, soit en faisant intervenir des investisseurs. L'idée, c'est d'élargir aux particuliers cette capacité d'investissement. Les PEA, PME ont été créés il y a quelques années avec assez peu de succès. Aujourd'hui, il y a 92 milliards d'euros qui sont gérés en PEA de l'épargne des particuliers. Les PEA, PME, c'est à peine 1 milliard, autour d'1 milliard. Donc l'idée, c'est d'élargir et de faciliter l'accès des particuliers aux PEA, PME, et notamment en permettant à des fonds professionnels dans lesquels souscriraient les particuliers d'investir dans ces PEA, PME, puisqu'il faut choisir les PME. Et bien évidemment, il faut avoir un niveau d'expertise pour le faire. Donc ça, c'est la première dimension. L'autre dimension, c'est de développer les financements participatifs et de les autoriser à rentrer dans ces PEA. En France, ces financements participatifs sont assez peu développés, beaucoup moins qu'en Grande-Bretagne. Je pense qu'on a aussi un chemin d'apprentissage sur ces financements. Mais ces deux leviers devraient permettre aux PME d'avoir plus d'accès au financement. Petite question spécifique sur l'assurance vie. On le sait, c'est le placement préféré des Français. Elle permet aussi de financer la croissance des entreprises. Alors l'assurance vie est le placement privilégié, puisqu'aujourd'hui 80% de l'épargne des Français est en assurance vie. Ce qui est considérable, c'est plusieurs centaines de milliards d'euros. Jusqu'à une période récente, quand les taux d'intérêt étaient encore un peu élevés, les fonds étaient principalement investis en obligations d'État. Avec la diminution des rendements, les fonds s'orientent de plus en plus sur des produits en unité de compte qui sont en fait des supports actions ou immobiliers. Mais ces supports présentent un certain risque en capital. Donc l'idée de la loi Pacte, c'est de créer une forme hybride de fonds, des fonds dits euro-croissance, qui associeraient à la fois des fonds en euros pour garantir une stabilité du revenu, mais aussi des investissements en actions, en immobilier. Et donc, ces leviers permettraient aussi d'accélérer le financement de certaines PME, puisque ces fonds en action pourraient être destinés à des PME. Donc, globalement, quelque chose qui devrait, avec les autres mesures, permettre aux PME de mieux grandir, de mieux croître, en simplifiant leur vie administrative, en simplifiant leur gestion quotidienne et en facilitant leur accès au marché de capitaux. Bon, Alain, est-ce qu'on peut dire un mot sur l'épargne salariale dans cette loi Pacte ? Alors l'épargne salariale n'est pas directement concernée. La loi Pacte vise simplement à mieux équilibrer finalement le résultat de l'entreprise entre ce qui revient à l'entreprise, ce qui revient aux salariés. En revanche, il y a toute une partie qui est consacrée à l'épargne retraite, mais je pense que nous développerons une autre émission. Ça peut être l'objet d'une prochaine chronique. Merci beaucoup. Merci Alain pour ces précisions. Cette loi Pacte prévoit, on le voit, des mesures très très larges pour simplifier la vie des PME, des ETI, vous l'avez dit, la possibilité de créer une entreprise 100% en ligne. Voilà quelques-unes de ces mesures. Un nanosatellite dédié aux aurores polaires mis au point à Grenoble. AmicalSat sera le premier du genre, imaginé par des étudiants grenoblois dans le cadre du Centre spatial universitaire. Il a pour objectif de mieux comprendre le lien entre ces spectaculaires aurores boréales et australes et les éruptions solaires. Julie Ségala nous présente ce projet. C'est un concentré de technologie de la taille d'une brique de lait. AmicalSat, c'est son nom, et le premier nanosatellite made in Grenoble. Si le véhicule est fabriqué en Pologne, toute l'instrumentation embarquée a été conçue au Centre spatial universitaire. Un projet réalisé en 27 mois avec un budget inférieur aux millions d'euros. L'instrument, c'est une caméra qui va prendre des vues étalonnées des aurores boréales. Ensuite, elles sont traitées par un ordinateur de bord. Il y a aussi des batteries et des systèmes d'orientation qui permettent de faire les prises de vue correctement et de garder l'énergie, des panneaux solaires pour recharger l'ensemble. S'inscrivant dans le courant du New Space, ce satellite poids-plume, il pèse moins de 3 kg, sera mis en orbite à 530 km de la Terre. Sa mission, étudier la météorologie de l'espace en observant les aurores boréales et polaires, un phénomène électromagnétique exceptionnel qui peut avoir de graves conséquences. Les aurores boréales sont l'expression des éruptions solaires sur la Terre. Elles peuvent créer des champs magnétiques et des orages magnétiques intenses qui peuvent aller, dans les cas les plus extrêmes, jusqu'à couper les communications des satellites, perturber le trafic aérien. Initiée en 2017, la mission AmicalSat a mobilisé chercheurs et industriels, mais aussi plus d'une quarantaine d'étudiants de l'UGA et de Grenoble INP. Les données seront ensuite traitées par l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble et par l'Université de physique nucléaire de Moscou. Nous voulons contribuer à ces recherches scientifiques parce qu'elles sont complémentaires aux données que nous allons collecter avec notre satellite Météor, notamment les données optiques collectées par AmicalSat, et on voulait aussi étudier les mêmes particules produites par les aurores polaires.
Amikalsat sera lancé le 5 juillet de la base russe de Vostochny en Sibérie. Il devrait rester en orbite 1 à 3 ans. Les premières images, quant à elles, sont attendues aux alentours du 15 juillet si tout se passe bien. Et ce projet lancé il y a à peine une trentaine de mois représente un budget de 800 000 €. Amikalsat est le 6e nanosatellite lancé par la France. Ce projet est sélectionné par Classe Affaires pour le prix Innover pour gagner. Il est remis en mars lors du forum du même nom au World Trade Center. Les entreprises technologiques et industrielles sont un des piliers de l'économie iséroise avec des dizaines de milliers de salariés dans des domaines aussi éclectiques que le nucléaire, l'aéronautique ou la construction mécanique. Un tissu riche composé de centaines de PME et aussi de géants qui rayonnent dans le monde entier. Un tissu sur lequel nous nous penchons avec Thierry Huring, le délégué général de l'Udimec 38. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'Udimec, c'est l'Union des industries et métiers de la métallurgie. C'est un syndicat professionnel ? Oui, c'est un syndicat professionnel qui regroupe plus de 500 entreprises, de la plus petite à la plus grosse. Vous avez évidemment bien cité un certain nombre d'activités. C'est vrai que l'énergie est très présente, la construction mécanique, mais aussi, c'est une des grandes particularités de l'Isère, tous les composants, les systèmes et les équipements électriques, électroniques et de semi-conducteurs. C'est une union professionnelle qui a pour but d'aider ses adhérents, comme souvent l'interprofession. Tout à fait, c'est d'abord un groupement d'industriels, mais beaucoup plus, puisqu'on a vraiment le souci d'accompagner chacun, de la plus petite à la plus grosse, parce que nous pensons fondamentalement que l'industrie a encore une belle histoire encore à écrire, et particulièrement en Isère, et ça vaut la peine effectivement de les accompagner. On les accompagne bien sûr avec des gros moyens en termes de droit social, de droit des affaires, mais aussi avec un gros pôle de formation, parce que nous croyons évidemment bien sûr à l'avenir avec des compétences et des talents nécessaires aux entreprises. Et un dernier souci qui est assez particulier à l'Isère et qui maintenant existe sur, on peut dire, le quart sud-est, c'est effectivement deux outils qui s'appellent un Somilimec, donc le même suffixe que l'Udimec, qui est donc une structure qui aide à l'accès au crédit. Des organismes de financement. Un organisme de financement et un deuxième qui est une société de capital risque, là encore tenue essentiellement par des industriels pour favoriser donc l'augmentation de capital de nos entreprises, tant dans leur développement que dans leur transmission. Donc accompagnement des entreprises à tous les moments de la vie, j'ai bien compris. Quelques chiffres, on aime bien les chiffres ici. Je disais, c'est un pilier de l'économie en Isère. Combien de salariés ? Alors aujourd'hui, c'est plus de 50 000 salariés et essentiellement des salariés qualifiés. Et quel type d'entreprise ? On parle de PME on a bien et de sûr, grands groupes. je commencerai par les plus gros, parce que c'est les plus gros, ils sont mondialement connus, que ce soit évidemment Caterpillar, que ce soit ST Microélectronique, Schneider Electric, Thales, Raymond, bien sûr. Soitec, on en a à peu près une vingtaine, Siemens. Donc ça, c'est les grandes locomotives. C'est les grandes locomotives, mais on a quand même un beau tissu d'ETI. Raymond fait partie, mais vous avez aussi d'autres sociétés, ECM, etc. Et tous ces 450 PME entre 10 et 100 salariés qui sont, je tiens à le dire, qui ne sont pas des sociétés de simple sous-traitance de capacité, mais souvent des sociétés qui sont sur des niches, qui sont effectivement avec des capacités de développement, des capacités de recherche et qui se développent, qui innovent, comme vous dites, dans des secteurs de plus en plus intéressants, puisque c'est des secteurs de demain. Et c'est un secteur qui recrute. Tout à fait. Nous recrutons beaucoup, nous recrutons de l'opérateur qualifié au technicien et aussi à l'ingénieur, mais on n'oublie pas que l'ingénieur, c'est important, mais aussi le commercial. Nos entreprises industrielles ont besoin de commercer et on oublie souvent que le commerce, c'est aussi un des grands métiers et talents nécessaires pour nos industries. C'est un secteur d'activité qui recrute 250 000 postes par an, collaborateurs par an. En France, en Isère, c'est quoi ? On est aujourd'hui à plus de 3000 offres d'emploi à pourvoir très très vite.
En attendant, bien sûr, je pense encore en octobre, des nouvelles ouvertures d'offres. Ces métiers de l'industrie, de la métallurgie en général, ils ont longtemps souffert d'une image dégradée. C'est moins le cas maintenant. Il y a eu pas mal d'opérations de promotion, les semaines de l'apprentissage, les journées découvertes, des choses comme ça qui permettent de redorer une image et de faire découvrir de nouveaux métiers. Tout à fait. Je pense que ce qui est important, c'est ce qu'on a pu voir, c'est qu'au lieu de parler d'industrie, de notre côté, on a préféré effectivement des témoignages. Et on voit aujourd'hui que le plus facile pour valoriser nos industries, c'est d'une part de faire parler tous les apprentis. Nous avons plus de 800 apprentis dans nos entreprises en apprentissage, que ce soit en bac pro, en BTS pro et en ingénieur. C'est les meilleurs, effectivement, ambassadeurs de l'industrie qui bouge. C'est l'industrie où on a envie d'y aller. Moi, je pense que fondamentalement, c'est les jeunes qui vont attirer les jeunes. Et le deuxième élément qui me paraît aussi important, c'est aussi de faire en sorte que ces nouveaux métiers qui sont autour de la transformation numérique, on montre que c'est bien l'industrie qui en a besoin. Et c'est justement ces jeunes, attirés par ces nouveaux métiers, viendront renforcer les compétences nécessaires à l'industrie pour continuer cette transformation numérique qui n'a fait que commencer. Alors voilà, on évoque cette révolution numérique, on en parle souvent dans Classe Affaires. En quoi est-ce qu'elle vient impacter vos entreprises traditionnelles? Comment est-ce qu'elle fait évoluer les métiers ou les process d'ailleurs? Alors effectivement, quand on pense à transformation numérique, on pense d'abord à robotisation. C'est le petit élément, il y en a bien d'autres. C'est vrai que la première chose qu'il faut rappeler, c'est que la transformation numérique, le premier élément important, c'est la sécurité et le fait qu'on élimine des travaux répétitifs et pénibles. Ça, c'est vraiment important. Le grand challenge à la transformation numérique, c'est de pouvoir effectivement de ne plus avoir des travaux répétitifs et pénibles, et aussi d'avoir beaucoup plus de capacité d'innovation et de sécurité. Je pense que, je donne un exemple, et tout à l'heure, je pense que la société Jeanlin pourra nous le montrer, la voiture autonome, la voiture assistée, c'est beaucoup plus de sécurité. Eh bien, nous mettons de plus en plus de sécurité dans nos process industriels pour à la fois mieux maîtriser l'énergie nécessaire, à la fois mieux maîtriser la maintenance des outils de formation et aussi l'agilité de créer tous les jours plus vite des petits produits, des produits de niche avec des moyens modernes comme par exemple l'impression additive. Alors il y a un autre exemple moi, que j'ai trouvé, c'est le simple métier de dessinateur industriel qui n'est évidemment plus le même aujourd'hui avec la révolution numérique qui a rien ne serait-ce qu'une dizaine d'années. Oui, et ça c'est un exemple intéressant, c'est qu'évidemment il n'y a plus de planche à dessin dans aucune de nos industries. Et ce qui est aussi intéressant, ce que les gens ne savent peut-être pas aussi, c'est que le gros intérêt de ces systèmes de CAO, ça nous permet aussi de pouvoir de plus en plus concevoir avec le client ou avec les partenaires. De plus en plus, nos industries sont connectées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu de concevoir un produit à partir d'une caractéristique définie un jour, non. Toute la chaîne de conception va être analysée, y compris avec les partenaires principaux, les sous-traitants et aussi le client. Alors cette industrie 4.0, c'est un tel défi que vous avez créé sur le site de l'Udimec, une plateforme spéciale, la plateforme 4.0. Tout à fait, parce que c'est vrai que l'expliquer comme ça, c'est pas facile. Donc on s'est dit la meilleure solution, c'est de le montrer. Donc effectivement, à Moirans, nous avons installé une plateforme collaborative Industrie 4.0 qui montre tous les modules qui sont effectivement de cette industrie nouvelle, à la fois bien sûr une production intelligente, à la fois montrer comment on peut faire de la maintenance prédictive sur les machines, outils, mais aussi sur les équipements qu'on construit, à la fois bien sûr des cobots pour évidemment... Des cobots oui, parce que c'est effectivement de plus en plus des robots collaboratifs. C'est intéressant de voir que les robots, effectivement, ne remplacent pas l'homme, mais l'aident. Et tous ces éléments-là sont constitués autour d'une plateforme qui a deux vertus. Un, de montrer à tout le monde, jeunes et moins jeunes, les familles viennent et découvrent ce que c'est, mais aussi les salariés et aussi les entreprises, parce qu'on la veut collaborative, parce que ce qui peut être intéressant, c'est que des sociétés qui sont en marche veulent pouvoir tester par module. On a des modules donc, de production intelligente, on a des modules donc, de robots, on a des modules donc, de tests automatiques qui peuvent effectivement mieux encore appréhender auprès des salariés
ces nouvelles technologies. Et le dernier, bien sûr, ça sert au centre de formation qu'il a bien sûr hébergé pour faire des nouvelles formations autour de l'industrie 4.0. Parce que c'est effectivement une des grandes activités de l'UDIMEC, c'est la formation des collaborateurs. Un dernier mot sur un défi. Alors on parlait du défi numérique. Le défi, comme dans l'artisanat, c'est aussi la transmission d'entreprises avec des chefs d'entreprise, des créateurs qui arrivent à l'âge de la retraite et qui doivent transmettre leurs entreprises. Tout à fait. Alors ça rejoint évidemment ce que j'ai entendu de la part du directeur de la Caisse d'épargne. Ce qui me paraît vraiment important, c'est de faciliter la transmission. Donc c'est une des raisons pour laquelle nous avons mis un outil à leur disposition, mais à côté de nos partenaires, parce que je rappelle, la Caisse d'épargne est un des partenaires de ce UDIMEC et un des partenaires de RDD, donc Rhône Dauphine et Développement, notre société de capital risque. Ce qui me paraît important, c'est que nous croyons à l'industrie et nous croyons à l'industrie patrimoniale. Et c'est une des raisons pour laquelle nous faisons tout pour que, quand un chef d'entreprise n'a pas ses propres enfants intéressés par reprendre dans cette société, puisse trouver des nouveaux repreneurs et justement des repreneurs entrepreneurs et pas des grands groupes. Voilà. Donc deux défis, le défi finalement de la révolution numérique, trouver des collaborateurs et trouver des repreneurs. C'est ça le défi et on y croit. Dans un secteur d'activité qui nécessite bien souvent une forte capitalisation, Alain, donc effectivement on évoquait le capital risque, ça c'est effectivement des structures qui sont essentielles pour aider ces entreprises à croître. Surtout des investissements dans la durée. Tout à fait. Et seuls les patrimoniaux, entre guillemets, peuvent investir dans la durée parce qu'ils ont une vision de l'entreprise qui va avec celle de leur vie. La différence de fonds d'investissement de grands groupes qui vont pouvoir arbitrer. Donc effectivement, le sujet d'avoir des investisseurs familiaux, patrimoniaux, pour avoir de la performance durable et de l'innovation est essentiel pour notre économie. Et c'est peut-être la différence que nous avons avec l'Allemagne, moins d'investisseurs patrimoniaux, familiaux que ne connaissent nos voisins d'outre-Rhin. Un défi à relever. Merci beaucoup Thierry Huring d'avoir été avec nous pour cette présentation des industries et métiers de la métallurgie. Dans un instant, tous en voiture, en route pour une saga exceptionnelle. Nous partirons d'un petit garage dans les années 60, devenu aujourd'hui un concessionnaire qui vend plus de 30 000 véhicules par an. Jeanlin compte plus de 1500 salariés, tous formés autour d'une doctrine, l'expérience client, découverte dans un instant. Classe Affaires, le club de l'économie en Isère, retour sur le plateau de Télé Grenoble avec Alain Denisot, bien sûr, notre consultant. Dans un instant, un nom devenu une marque, Jeanlin, un concessionnaire qui affiche des chiffres exceptionnels. 1500 salariés sur une cinquantaine de sites, presque 10 voitures vendues chaque jour et un chiffre d'affaires qui dépasse les 600 millions d'euros. Mais avant cela, la traditionnelle question de l'internaute. Dans Classe Affaires, vous pouvez envoyer vos questions et notre expert y répond. Alain, cette semaine, c'est une question d'André qui veut savoir ce qu'est un indice boursier. Alors, un indice boursier, c'est déjà un peu la météo de la bourse. Quand on écoute les informations spécialisées aux généralistes, on parle de l'évolution du CAC 40, du SBF 120. Donc, c'est si ça monte, ça va bien, si ça baisse, ça va moins bien. C'est surtout un indice scientifique. C'est un panier d'actions qui est mesuré chaque jour, très arithmétiquement, par des spécialistes, et qui rassemble finalement les principales valeurs d'une place boursière. Donc on connaît tous le CAC 40. Le CAC 40, ce sont les 40 principales valeurs françaises qui sont cotées à la Bourse de Paris. On a le SBF 120 qui est plus large. Aux États-Unis, on a le S&P 500, le Nikkei 225 au Japon. Voilà. Donc en fait, c'est à la fois quelque chose qui donne la tendance des grandes évolutions boursières, mais c'est aussi quelque chose qui est extrêmement précis, qui est extrêmement régulé, qui est géré par des commissions d'experts. En France, cette commission se réunit toutes les 4 mois. Elle est indépendante des autorités de marché. Elle va fixer les valeurs qui rentrent dans cet indice. Donc c'est à la fois quelque chose qui permet au grand public de suivre la bourse et puis aux spécialistes d'investir de façon extrêmement proche sur les performances de l'une ou l'autre des grandes places internationales. Voilà, des indices de météo boursière. Merci beaucoup, merci Alain. Si vous aussi vous voulez des précisions sur une notion économique, sur un mécanisme financier ou sur un placement, eh bien écrivez à Alain Denisot. classeaffaires@telegrenoble.net, c'est son adresse.
Tout a commencé à la fin des années 60 par un garage de mécanique et de carrosserie. Aujourd'hui, Jeanlin est une signature qui rayonne dans toute la région sur une cinquantaine de sites. Les concessions emploient près de 1500 salariés et vendent plus de 30 000 véhicules chaque année avec un argument concurrentiel de poids, l'expérience client. On en parle avec Jean-Michel Lin. Bonjour. Bonjour Christophe. Vous êtes le PDG de Jeanlin Automobile. Des chiffres impressionnants, je le disais, vous les confirmez, plus de 1500 salariés ? C'est ça, tout à fait. 700 millions de chiffre d'affaires et un peu plus de 30 000 véhicules commercialisés chaque année. 17 000 véhicules d'occasion. Et quasiment autant de véhicules neufs. Ouais. Une cinquantaine de sites. Sur notre région, ça veut dire quoi ? Oui, les 50 sites sont répartis sur l'arc alpin. Donc nous allons de Grenoble jusqu'à Thonon-les-Bains. Nous représentons une dizaine de marques à travers 4 constructeurs. Et nous avons également une forte activité sur les véhicules d'occasion. Alors ça vous place dans le top 20 des distributeurs automobiles en France, ce qui est considérable. L'objectif, c'est de rester sur cette région d'origine ou est-ce que la croissance va vous conduire ailleurs ? C'est vrai que le secteur automobile n'est pas épargné par ces phénomènes de concentration. On insiste depuis déjà plusieurs années. Donc il était important pour nous de pouvoir acquérir et de conserver une taille critique. De façon à pouvoir faire les investissements nécessaires, à pouvoir mettre en place un maximum de synergie et d'économie d'échelle. Donc aujourd'hui, on a fait pas mal de croissance récemment. On est plutôt dans une phase de consolidation. Maintenant, on va rester opportuniste si jamais il y avait la possibilité de c'est une bonne affaire se présente. Une bonne affaire se présente, surtout avec les marques avec lesquels nous travaillons actuellement. Alors il y a eu une vraie accélération ces dernières années dans ce développement, puisqu'il y a 5 ans encore, vous n'aviez que 22 sites contre une cinquantaine aujourd'hui. Oui, enfin ça c'est aussi la poussée de cette fameuse concentration. Les constructeurs nous incitent et ont besoin d'avoir en face d'eux de plus gros interlocuteurs, justement pour mettre en place les structures nécessaires pour le commerce de demain. Alors avant de revenir sur cette politique de développement, retour sur l'histoire de cette saga familiale. Tout a commencé avec votre papa, c'était en 1966 à Aix-les-Bains. Reportage Charlotte Faulkner. C'est en 1966 à Aix-les-Bains que démarre l'histoire de l'entreprise Jeanlin. À l'époque, Michel et Jeanlin sont à la tête d'un garage et représentent la marque NSU, une branche du constructeur allemand Audi. Au fil des années, l'entreprise a rapidement évolué et a commencé à distribuer les marques du groupe Volkswagen et Audi. Ce que je peux dire, c'est que c'est dû à plusieurs alignements de planètes, c'est-à-dire qu'on a la croissance du groupe Volkswagen, avec l'ajout des marques dans le groupe Seat et Skoda, et puis aussi des marques nippones qui sont venues rejoindre en 1989 pour Toyota et un peu plus tard pour Hyundai et Lexus. Ces marques leaders sont venues compléter le volume de commercialisation des marques du groupe Volkswagen. Plus de 50 ans après sa création, Jeanlin Automobile compte plus de 1500 salariés et possède 50 sites de distribution et de réparation automobile répartis sur 4 départements de la région. Aujourd'hui, l'entreprise représente 10 marques et c'est à Chambéry que se trouve son siège social où chaque marque possède son propre pavillon, le tout sur près de 40 000 m². Depuis plusieurs années, l'entreprise familiale n'a cessé d'évoluer pour être à jour avec les changements du monde de l'automobile, notamment avec le boom de l'électrique. À l'avenir, nous aurons près de 25% dans chacune de nos marques, très rapidement, de véhicules électriques disponibles. Après, il y a de gros changements au niveau du mode d'utilisation des véhicules. Plus d'une voiture sur 2 n'est plus achetée, mais louée. Et puis, dernier changement aussi, c'est le mode d'achat qui change, puisque maintenant, 97% des acheteurs commence par Internet et consulter les disponibilités, les gammes, se renseigner. Donc tous ces changements font que la distribution automobile, d'une manière générale, doit s'adapter. Dans cet esprit, l'entreprise vient de rajouter à son répertoire Goupil, une marque française de véhicules utilitaires électriques. Aujourd'hui, Jeanlin Automobile, c'est près de 15 000 véhicules neufs vendus par an et 17 000 en occasion, avec un chiffre d'affaires de 600 millions d'euros. Alors beaucoup de sujets à évoquer après ce reportage. Donc une dizaine de marques, j'ai bien compris, et une filiale, on va dire, de location. Oui, donc c'est vraiment complémentaire à nos activités de concession automobile. Nous avons 8 agences
sur le territoire de location courte durée, avec vraiment de la location de proximité pour nos clients. Et nous sommes franchisés Rent-A-Car. On le disait dans le reportage, une voiture sur 2 aujourd'hui est louée et plus achetée. Oui, c'est sûr que la relation à l'automobile a également énormément évolué. On passe vraiment de cette notion de propriété à la notion d'usage. Et aujourd'hui, ce qui fait le succès, c'est ces formules de location packagées, tout compris pour les clients. C'est déjà, en quelque sorte, se simplifier la vie. Alors, on reparlera de la simplification de la vie parce que c'est cette expérience client dont j'évoquais tout à l'heure, dont vous avez fait votre spécialité. Un mot sur la signature, Jeanlin, à l'arrière des voitures. On a tous vu cette signature. Elle est apparue en 1987. Elle a contribué à la notoriété de votre marque. C'est vrai que cette signature a fortement contribué à l'image et à la notoriété de Jeanlin Automobile. On a même parfois des clients qui peuvent acheter un véhicule à particulier et qui viennent chercher la signature pour mettre derrière le véhicule. Alors depuis 2016 et en très peu de temps, d'ailleurs, Jeanlin Automobile s'est vraiment ancré aussi sur notre métropole grenobloise avec le rachat de plusieurs concessions. C'est vrai que nous étions déjà présents à travers un site à Pontcharrat depuis les années 1990 et 2017 a été une année importante pour nous puisqu'on a eu donc l'opportunité de faire l'acquisition de 7 affaires. Donc il y a 3 sites sur Cessinay, 2 sites sur Échirolles, 2 sites sur Fontaine et 2 sites sur Crolles, et sans oublier Voiron. Donc elle donne vraiment une dimension régionale, pour le coup, ces implantations-là, à votre groupe qui est à l'origine savoyard. Ces acquisitions autour de Grenoble, on a l'habitude de dire qu'elles ont permis au groupe d'avoir une croissance de 30%, c'est ça ? Oui, on va même pouvoir dire doubler quasiment de taille en 4 ans. On a évoqué une autre révolution, Internet. Internet qui a modifié l'achat des véhicules et vous avez dû vous adapter et le site Internet est particulièrement évolué. C'est certain que les technologies s'accélèrent, l'arrivée de nouvelles technologies s'accélère, donc nos transformations doivent également s'accélérer. Vous avez parlé du digital. C'est vraiment une notion majeure aujourd'hui dans nos métiers, mais pas que. Nous avons pas mal de bouleversements avec les nouvelles énergies, les véhicules électriques, les véhicules hybrides. On va parler d'hydrogène, les nouvelles attitudes, les comportements d'achat, notamment le digital. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le parcours du client démarre souvent sur le digital, mais ensuite, il a besoin de venir en concession, toucher, essayer, se rassurer auprès de nos collaborateurs. C'est cette notion un peu nouvelle de figital. Et puis après, il y a aussi les technologies au niveau des véhicules autonomes. Donc ça fait pas mal d'enjeux à venir. Oui. Alors on va parler des nouveaux véhicules dans un instant, mais vous parlez de parcours. Donc je vais rebondir parce que vous ne faites pas que vendre des voitures, vous vendez aussi tous les services qui vont avec. Un service de mobilité globale, dites-vous. C'est votre avantage concurrentiel, la qualité de l'expérience client. C'est ce que vous appelez le Just Drive. Reportage. Posséder une voiture et profiter de la conduite et non de ses aléas, c'est le but de Just Drive. Comprenez conduire avec l'esprit libre. Une des caractéristiques de Jeanlin Automobile, c'est son niveau de service, une notion importante due à Jeanlin, alors mécanicien au début de l'entreprise. Just Drive, c'est donc un ensemble de nombreux services proposés dans toutes les concessions. C'est comme ça qu'on est reconnu. Notre renommée s'est faite effectivement sur les services et on la défend tous les jours, on l'enrichit parce que les attentes des clients et les besoins évoluent constamment. Et notamment, on parle beaucoup d'électricité en ce moment et effectivement, nous avons tout un service pour déployer et installer des prises de recharge électrique chez les clients, sur leur lieu de travail, etc. Au fil des années, les services n'ont cessé de se multiplier, gardiennage de pneus, de véhicules ou encore Clean-Auto, un service de nettoyage qui permet à chaque client d'apporter sa voiture à laver et même des nouveautés. Nous allons réhabiliter notre site Volkswagen de Fontaine et notre idée est d'ouvrir entre midi et 2h et permettre en fait aux clients de venir déposer leur véhicule ou alors d'avoir un projet d'achat, de pouvoir venir en discuter entre midi et 2h et tout ça au sein d'un espace restauration qui là va être une grande nouveauté pour Grenoble. Dans cette concession Audi à Échirolles, le service va même plus loin avec la présence d'experts produits. Leur but, donner un accompagnement sur mesure aux clients. Les principales missions sont la réalisation des essais avec les clients. Donc on accompagne les clients pour faire des essais sur mesure de nos véhicules avec toutes les explications nécessaires, les précisions sur les options, les fonctions. Ensuite, on accompagne aussi les clients donc grâce à, par exemple, à cet écran qu'on voit ici, il y a une tablette sur les configurations des véhicules.
On peut accompagner les vendeurs aussi là-dessus, on peut être force de proposition, de conseil aussi, et ça crée de temps en temps une relation aussi comme ça, en plus de la relation commerciale avec le vendeur. Jeanlin Automobile veut fournir le même niveau de service pour tous ses clients. Les prestations de Just Drive sont donc les mêmes dans toutes les concessions de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Jean-Michel, ces services, comment ça vous est venu? Alors, on voit bien que c'est historique et que ça a évolué, mais est-ce qu'on a chez vous quelqu'un qui se creuse la tête pour savoir quel service nouveau on va pouvoir apporter? C'est l'ensemble des équipes qui, le matin arrivant, se creusent la tête pour savoir ce qu'on va pouvoir faire pour nos clients qu'on n'a encore pas imaginé. Mais c'est vrai que ça a toujours été un peu dans l'ADN de la société. Donc c'est aujourd'hui qui se transforme plus en vente de services de mobilité. C'est vrai que pour l'automobiliste, c'est quand même beaucoup de contraintes. Et justement, nous, on ne veut pas être des marchands de contraintes. Donc c'est pour ça qu'avec ce concept Just Drive, qui s'appuie sur deux piliers, nous souhaitons, c'est vraiment un élément de différenciation très fort. Alors quelques exemples, parce qu'il y a vraiment des exemples assez étonnants. J'ai vu qu'il y avait des services de navette pour ramener les gens qui viennent de déposer leur voiture chez le garagiste, en gros, pour les ramener en ville. En fait, le concept est assez simple. Il s'appuie sur deux piliers. Ce qu'on appelle, nous, le savoir-faire, où là, justement, c'est la mise en place de nouveaux concepts innovants. C'est par exemple pouvoir déposer son véhicule dès 6h30 du matin, d'avoir un service conciergerie pour vous ramener en ville, un service de gardiennage de pneumatiques, les experts produits. On a vu un expert produit, donc c'est aussi la montée en compétences des collaborateurs. Mais on accompagne le client dans son acte d'achat. Et aujourd'hui, on met en face de chaque client un expert selon son besoin, selon si c'est un utilisateur professionnel, un particulier, pour la partie financement également. Donc ça, c'est sur la partie savoir-faire, sur les concepts. Et puis après, ce qui est au moins aussi important, c'est le deuxième pilier, le savoir-être, où là, on demande aux équipes d'avoir un comportement un peu hors norme. Et on insiste beaucoup sur cette notion, en fait, nous sommes une entreprise de service, mais on essaye d'emmener nos collaborateurs, et aujourd'hui, ça se ressent déjà auprès de nos clients, sur plutôt cette notion d'hospitalité. La différence étant que le service, c'est plus dicté par la tête, ce sont des formations, des processus, il y a le côté commercial, alors que l'hospitalité, c'est plus dicté par le cœur, l'empathie, la bienveillance, l'initiative, l'anticipation du besoin. Et ça, je pense que c'est un élément très fort que nos clients peuvent ressentir au sein de nos concessions. Alors, parmi les évolutions quand même du secteur dans lequel vous évoluez, il y a les évolutions technologiques. Vous les avez évoquées avec notamment l'avènement du véhicule propre. On sait que ce sera le marché de demain. Oui, toute l'entreprise est concernée par cette mobilité douce. D'ailleurs, nous avons déjà des gammes de produits, par exemple chez Toyota, où 60% des ventes sont déjà des véhicules hybrides. Et puis donc, nous avons énormément de véhicules qui vont arriver. On a aujourd'hui de l'électrique rechargeable, de l'hybride, et puis bientôt et même déjà dans nos concessions, de l'hydrogène. Oui, alors quand on veut vendre ce type de véhicule, il faut aussi vendre le service qui va avec, c'est-à-dire la possibilité de les recharger. Oui, donc c'est pour ça que nous avons donc dédié une structure avec 2 personnes à plein temps, avec un catalogue d'offres pour pouvoir installer des bornes de recharge électrique chez nos clients professionnels et particuliers. Ça alors vous vous impliquez également dans ce vaste projet qui est le Zero Emission Valley, c'est ça, le ZEV, avec la possibilité de créer, d'investir dans des stations hydrogène. Tout à fait. La région Auvergne-Rhône-Alpes est pilote en Europe et donc a l'ambition d'installer dès 2020 20 stations hydrogène, dont 2 sur le territoire grenoblois. Et donc nous faisons partie de ce projet associé à Engie et à Michelin, puisque la première station sera donc à Chambéry. Nous avons la chance d'avoir déjà dans nos panels de marque 2 véhicules comme hydrogène, donc la Hyundai Nexo et la Toyota Mirai, que nous avons déjà à l'essai au sein de nos concessions. Bon, alors on a évoqué dans le reportage également les véhicules électriques Goupil. C'est des utilitaires essentiellement pour les collectivités, mais c'est aussi du coup un marché d'avenir. C'est un nouveau département pour nous depuis 1 an. Donc nous représentons la marque Goupil, qui est un constructeur français, le leader des véhicules utilitaires électriques sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et là, on sent une forte demande de la part notamment des collectivités, mais également des sites fermés en industrie, qui a une forte demande pour, avec notamment
avec ces notions de dernier kilomètre. Jean-Michel, là, il nous reste 1 minute, mais je ne veux pas qu'on oublie de parler des collaborateurs. On le disait, près de 1500 collaborateurs dans votre groupe. Et la formation qui est essentielle. Vous évoquiez les nouveaux métiers, celui d'expert produit. On en a vu un dans le reportage tout à l'heure. Il y a une quarantaine de métiers qui ont été identifiés. On ne l'imagine pas vu de l'extérieur. Oui, c'est vraiment une richesse pour l'entreprise. Parmi nos 1500 collaborateurs, nous avons un peu plus de 150 jeunes en contrat en alternance sur tous les métiers de la vente et de la prévente. Certains que nous accompagnons sur 4-5 ans, du CAP jusqu'au bac +3. Et c'est vraiment essentiel, c'est pour avoir cette montée en compétences. Et aujourd'hui, on peut dire que la plupart des postes d'encadrement de managers sont pourvus par des personnes issues par la formation en alternance. Denisot, croissance exceptionnelle, 22 sites il y a 5 ans, 50 sites aujourd'hui. Professionnelle et d'entreprise. Moi, ce que je trouve remarquable, c'est la complétude de la réflexion, la dimension très complète de votre réflexion sur à la fois le périmètre des activités, mais sur l'approche client. On s'était rencontrés il n'y a pas très longtemps et moi, ce qui m'avait séduit, par exemple, c'est l'idée de pouvoir déposer sa voiture très tôt. Parce que quand on travaille, le sujet, c'est d'arriver à avoir un garagiste ouvert. Ou par exemple, ce que vous aviez cité, c'était pour les professionnels, de pouvoir prendre en charge leur véhicule le week-end et le remettre à disposition la semaine parce que c'est leur outil de travail. Et je pense que cette réflexion très innovante, finalement, qui crée de la valeur pour vous, mais aussi pour les bénéficiaires, est facteur de réussite et on le voit. C'est sûr qu'aujourd'hui, l'expérience client est vraiment le facteur clé pour différencier des entreprises. Et c'est surtout aujourd'hui un élément important de décision pour les clients. Et vous avez un retour, du coup, comment vous analysez la satisfaction client ? On a des enquêtes, on a un centre d'appel qui régulièrement questionne nos clients. On suit ça de très près sur nos indices qualité qui nous sont fournis par nos clients. Merci beaucoup, Jean-Michel Lin, d'être venu nous présenter cette concession, ce groupe qui est devenu très important, effectivement, qui parle à chacun de nous. Merci Alain Denisot. On se retrouve le mois prochain, classe à faire, à voir ou à revoir sur télégrenoble.net. Merci à tous de votre fidélité. À très vite pour un nouveau voyage en classe à faire dans le club de l'économie en Isère. Entreprises, secteur public, acteurs de l'économie sociale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'engage à vos côtés. Caisse d'épargne Rhône-Alpes, la banque des décideurs en région. Nord-Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire.